Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. Comment ça va, Mathéo? Ça va très bien, et vous? Ça va. Et Shadowski, comment ça va? Ah, top, top aussi. Ok, alors on est lundi, il est tard, mais on vous fait quand même une petite réaction au combat de samedi, de samedi soir. Combat auquel j'ai eu la chance d'assister en personne, donc à Bercy, enfin à l'Accor Hotel Arena à Paris. Et mes compères n'ont pas eu cette chance-là, ils ont regardé ça sur leur écran. Donc on va faire déjà une petite réaction par rapport à ça. Dites-moi, comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance de votre côté? Alors, je vais commencer. Bah, franchement, c'était assez ouf. Surtout parce que dès le début, notamment le combat de Cornol, c'était vraiment. Ça partait très fort dès le début. Il y avait vraiment une ambiance, on va dire, c'était vraiment. Ça se sentait que ça faisait un moment. Les gens savaient que ça allait arriver et ils attendaient ça avec pas impatience, mais ils attendaient ça assez Ouais. depuis un moment, quoi. On sait, c'est chaque année, ils attendaient ça et ils ont su montrer que c'était encore Paris, une des meilleures ambiances. Ouais. Et Et franchement, c'était on cool. sent vraiment la différence par rapport aux autres événements qu'on peut voir, par exemple au Canada ou ailleurs pour des Fight Night? Ouais, bah oui, franchement, Paris, on voit que c'est quelque chose, je pense. Je pense qu'il n'y a que Londres qui peut encore, en termes d'ambiance, vraiment s'y approcher. Mais sinon, franchement, j'ai rarement vu ça. Oh, ok. Shadowski, t'en as pensé quoi? Ouais, pareil. J'ai pas été surpris vu l'ambiance qu'il y avait l'année dernière, mais effectivement, la salle a été pleine dès les premiers combats, ce qui est assez rare pour des Fight Night et même pour des main events, enfin des pay-per-view. Euh, les fans étaient là, étaient présents, il faisait du bruit et la carte était. Bon, on parlera de la carte après, mais niveau ambiance, oui, c'était assez similaire à l'année dernière. T'avais les fans qui chantaient la Marseillaise. Qui faisaient du bruit, tu vois, sur les entrées, pendant les combats, à la fin des combats. Donc oui, rien à redire sur l'ambiance, c'est top. Ok, alors de mon côté, bon là je suis rentré et je suis quand même un peu dans l'ambiance encore. C'était assez incroyable, je dois dire. Certains combats ont absolument mis le feu. Évidemment, je parle du combat de Benoît Saint-Denis qui était incroyable à vivre de l'intérieur. Je trouvais qu'il y avait même quelque chose de très injuste pour l'adversaire parce que combattre Benoît Saint-Denis à Paris, c'est comme combattre toute la salle entière. C'est un monstre avec autant de tentacules qu'il y a de personnes dans le public. C'était vraiment impressionnant. Imagine, t'es un combattant, tu rentres dans l'octogone, déjà il y a une certaine pression, mais alors avec ce truc-là, ce public en plus, c'est un cauchemar. Et sinon, quelque chose qui m'a surpris, il y a eu pas mal de rumeurs sur les réseaux. On disait que la salle allait être vide parce qu'il y a eu des annulations, parce qu'il n'y avait pas des combattants qu'on voulait voir. On pense évidemment à Abdul. Et que, ouais, sur le papier, c'était pas une carte forcément. C'était pas la carte rêvée pour un Français. Il y avait beaucoup de Français, ça c'était très bien, mais il y avait des noms qui manquaient. Et moi, j'ai été surpris parce que non seulement la salle était pleine à craquer pour le main event notamment, mais aussi c'était quand même bien rempli pour les tout premiers combats en prélim. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit peu souvent. On voit par exemple souvent des cartes au Canada ou à d'autres endroits où il y a énormément de places vides dans le public et parfois même pour les combats principaux. Là, même pour le premier combat qui était le combat de Zara Fern, quasiment tout le monde était là. Alors, je pense que c'est lié au fait que, effectivement, en France, des combats, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un seul par année et c'est que la deuxième édition. Donc, forcément, ça joue. Et peut-être aussi le prix des places qui fait que quand tu payes aussi cher un billet, tu n'as pas envie d'en rater une seule miette. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué aussi, est-ce que ça se voyait le public, à quel point c'était rempli? Bah après, c'est surtout ouais, au début, quand on voit derrière, quand le zoom est en gros plan sur la cage, quand on voit les deux combattants, on voit bien le derrière, vraiment juste derrière, genre le premier rang. Et on voyait que c'était, dès le début, c'était quand même bien rempli par rapport à d'habitude. Je me rappelle le dernier UFC London, ça a mis vraiment du temps avant de se remplir. Je pense limite, j'irai pas jusqu'à la main card, mais ça a vraiment mis du temps avant de se remplir.
Et l'ambiance était vraiment, on aurait dit un peu un sport collectif. Tout le monde, c'était vraiment un peu. J'ai vu les vidéos après, mais tout le monde sautait. C'était, on dirait, on était dans un match de foot. On dirait pas Ouais. que c'était des sports de combat vraiment. C'était une ambiance spéciale. Alors, il y a aussi quelque chose de différent dans le fait de regarder un combat en y étant, c'est le point de vue qu'on a. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a des écrans qui retransmettent ce qui est filmé en direct, mais on peut aussi voir dans la cage. Mais suivant comment on est placé, si on est bas, si on est haut, si on est loin ou pas, on a un point de vue différent sur les choses. Et par exemple, c'est très dur de voir le jeu au sol ailleurs que sur l'écran. Sur l'écran, on voit des gros plans. Quand on est dans le public, on voit ça de loin. Effectivement, on ne voit pas la main qui avance, on ne voit pas forcément les placements de jambes. Il y a beaucoup de choses qui sont obscures. Et ça, je pense que ça influence beaucoup notre façon de juger les combats. Et ça expliquerait notamment beaucoup d'échos que j'ai eus sur le fait d'assister à des combats concernant la façon de scorer des juges. On est parfois surpris de certaines décisions que l'on comprend mieux une fois qu'on y est que devant notre écran. Devant notre écran, tout est en gros plan. On se dit non mais comment est-ce que l'arbitre par exemple ou les juges ont fait pour ne pas voir que ce coup n'a pas touché? Parce qu'on voit par exemple le point qui fait ça et là avec un mouvement de tête, on a l'impression que le coup est porté, mais finalement non. Mais ça, on ne peut le voir qu'en gros plan. Et ça nous amène à une question qui est posée apparemment sur les réseaux, et notamment par des proches de nous, sur certaines décisions, notamment celle du combat Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Qui est pour certains un vol, alors que personnellement, moi, j'ai vu Manon gagner, mais de manière évidente. Qu'est-ce que vous en avez pensé derrière votre écran? Est-ce que tu veux commencer? Allez. Bah écoute, moi je voyais le 1 et le 3, le round 1 et 3 pour Manon. Non, pardon, le round 1 et 2 pour Manon, le 3 clairement à Rose. Le 1 était serré. Le 1 était assez serré, mais je le donnais quand même à Manon au niveau des dégâts et l'impression visuelle qu'elle donnait en termes de puissance sur les coups et tout. C'est clairement pas la bonne catégorie pour Namajunas. Je recommande fortement de descendre. D'ailleurs, Manon lui a également recommandé de descendre. Mais oui, pour moi, Manon 1-2, Rose 3, c'est pas choquant du tout. Ouais. Pas choquant du tout. Toi, Mystic Pat? J'ai exactement la même. Pour le coup, moi j'ai du mal à voir un vol, comme certains pourraient le dire. J'ai vraiment le premier et le deuxième pour Manon et le dernier pour Rose. Hein. La supériorité physique, les coups faisaient vraiment plus mal du côté de Manon. Ouais. J'ai du mal à voir Rose gagnant sur ce combat. Ok. Parce que nous, il y a notamment Mounir qui nous a offert une réaction au combat en vidéo, en short sur YouTube, qui pense que il n'est pas tout à fait d'accord avec la décision. Pour ma part, bon, j'étais assis assez près de la cage, j'ai eu cette chance-là. J'ai vu le combat qui se passait surtout debout, donc ça, on peut bien voir dans la cage, on voit l'impact des coups, les réactions des combattants. Et je crois que j'ai donné les 3 rounds à Manon. Le premier, pour moi, c'était une évidence. Le deuxième, c'était sûr. Et le troisième aussi, en fait. Bon, plus serré, évidemment. Je comprends ce que les gens disent, mais je vois que c'est plus serré. Je le donnais quand même à Manon. Pour moi, c'était une question de dommage. Je voyais beaucoup plus de dégâts du côté de Manon, provoqués par Manon, que de dégâts provoqués par Rose. Et je trouvais que le différentiel de coups significatifs n'était pas assez grand pour compenser ce différentiel de puissance. Le plus gros dégât qu'a pris Manon, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, c'était lié au coup de tête involontaire. Il y a quand même eu un Au flash troisième, knockdown. il y a eu. Au Ouais, troisième, il y a eu un ouais. petit knockdown, enfin un flash knockdown. Elle s'est relevée très rapidement, mais ouais, pour moi, C'est ça lui donne clairement le troisième round. Le C'est flash ça, knockdown. ouais, Et exactement. il y a eu des contres aussi. Il y a eu Ça, par préparé. exemple, moi, alors je le dis pour le public parce qu'on a oublié de préciser, nous n'avons pas revu les combats jusque-là. Je ne l'ai pas revu, je suis resté sur mon avis de spectateur en direct sur place. Et tout à l'heure, nous allons revoir le combat pour voir si nous sommes toujours d'accord sur notre première opinion. Et ce flash knockdown dont tu parles, personnellement, je ne l'avais même pas remarqué.
d'accord. Mais il y en a un pour Manon aussi. Enfin, ça, c'est peut-être elle était juste en déséquilibre. Mais au premier round, Manon, elle envoie Rose vers la cage sur un coup. Je sais pas si c'est un knockdown ou elle l'a déséquilibré, mais après, Ouais. elle continue pas en striking, elle va clincher. Ça, Oui, j'ai trouvé ça. oui. Je trouvais que c'était pas la décision, la meilleure décision à ce Ça, je moment-là. l'ai vu et je me suis dit exactement la même chose. Mais j'ai trouvé ça Euh, dommage. c'est dommage, hein, effectivement. Et donc, comme dit précédemment, nous allons maintenant, devant vos yeux ébahis, revoir ce combat-là pour voir si nous sommes toujours d'accord avec notre avis originel. Nous venons donc de revisionner le combat et nous allons vous donner notre avis mis à jour après ce revisionnage. Les gars, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, Mystic Matt? Absolument rien du tout. J'ai le même scoring et la même vision du combat lorsque je l'ai vu en direct. Franchement, j'ai rien qui change. Il y a vraiment, en termes de coups, il y a le même nombre, le même débit, plus Rose qui touche en low kick. Mais sinon, c'est vraiment, la différence se fait sur les dégâts tout simplement. La Fiora tape vraiment plus fort. Elle défend toutes les amenées au sol de Rose. On sent vraiment qu'elle domine. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une extrême dominance, mais pour moi, elle prend simplement les deux premiers. Le troisième est un peu plus serré. Enfin, les rounds sont serrés, mais Fioro s'est accéléré au bon moment pour récupérer le round. Ouais. Et elle aurait pu limite prendre les trois. Et si à la fin, il n'y a pas une action un peu litigieuse, elle glisse et se fait coller Ok. contre la cage. Mais ouais, pour moi, il y a 29-28 pour Fioro. Ouais, d'ailleurs, tu dis elle glisse. Pour toi, donc, pas de knockdown au troisième round? L'angle sur le fight pass est compliqué à bien voir, vraiment cerner si c'est un knockdown, mais pour moi, elle glisse. Oui, parce que nous avons regardé à nouveau le combat sur le Fight Pass. C'est ça. Round 2? Round 2, knockdown ou pas knockdown? Des deux côtés. Ah non, pareil. Pour moi, en vrai, sur le combat, il n'y a pas de vrai knockdown. Il n'y a pas un moment, une des deux qui fait l'ascenseur. Ouais, ok. Shadowski, t'en penses quoi? Ouais, moi, pareil. Ce que je changerais à mon analyse de base, enfin, mon constat de base, c'est les knockdowns. Pour moi, il n'y en a pas eu des deux côtés. Et sur le coup, tu croyais que si? Oui, de base, je croyais que si. En fait, j'avais des doutes sur celui de Fioro au second round, et j'étais persuadé que Rose Namajunas avait mis un flash knockdown à Manon Fioro au troisième round. Au final, elle est juste déséquilibrée parce qu'elle envoie crochet en même temps que Rose la contre, et elle glisse, elle tombe. Et sur les deux autres knockdowns, les deux se déséquilibrent en envoyant des low kicks. Donc non, pour moi, pas de knockdown. Là, je change rien à la décision de base, ce que je voyais de base. Donc 1-2 pour Fioro, 3 pour Namajunas. Namajunas, en fait, ce qui lui fait gagner le premier round, c'est la dernière minute. Elle finit vraiment fort à la dernière minute. Donc ça, Tu parles de Fioro. Fioro, ouais, Fioro, le premier round. exactement, ouais. Fioro gagne le premier round donc sur la dernière minute, en mettant donc plus d'intensité à la dernière minute, en touchant plus proprement, et en rendant le round vraiment clair pour elle. Deuxième round, pareil, moi, c'était assez clair pour Fioro. Tout au long du round, c'est elle qui touchait plus proprement. Puis il y avait aussi l'impression de puissance, comme je l'ai dit précédemment, vu qu'elle est plus grande, plus costaud. Elle finit aussi bien le deuxième round. Rose finit un peu mieux qu'au premier round, mais c'est quand même Manon qui a mieux fini le deuxième round, je trouve. Ouais. Et le troisième round est clairement pour Namajunas, qui, pour le coup, a mieux fini le troisième round sur la dernière minute, notamment. J'aurais pas clinché si j'étais elle, mais voilà, elle a mieux fini le troisième round. Donc pour moi, d'ailleurs, pour moi, tous les clinches étaient un peu des erreurs. Celui de Manon, round 2, et celui de Rose, round 3. Je ne comprends pas. Non, après, bon, dans le fait de l'action, je peux comprendre, évidemment. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu as parlé du différentiel de puissance. Je trouve qu'il y a un moment qui est très parlant, c'est round 3. Les deux échangent des high kicks en garde ouverte, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Et c'est d'abord Rose qui le met, il est paré dans la garde, et ensuite Manon met exactement le même, qui est aussi paré, et on voit que celui que met Manon est beaucoup plus puissant. On voit que Rose est touché. Et ça, pour moi, je l'ai vu en fait tout au long du combat. D'ailleurs, je vais donner mon avis maintenant. Honnêtement, le premier round me paraît plus serré maintenant que j'ai revu le combat
que sur le moment. Sur le moment, j'avais aucun doute. Pour moi, c'était Manon. J'ai vu les low kicks de Rose. J'ai trouvé ça serré. J'ai vu aussi que les coups les plus puissants étaient toujours de Manon. Mais effectivement, jusqu'à la fin du premier round, c'était très serré. Ah, par contre, à la fin du premier round, l'accélération de Manon scelle le premier round, pour moi, en tout cas. Donc moi, ce que je vois, c'est premier round pour Manon, deuxième round pour Manon, sûr et certain. Et troisième, pour moi, c'est toujours serré. Donc je comprends qu'on puisse le donner à Rose, mais je pourrais rester sur mon round pour Manon. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Ça ne me dérangerait pas dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc, je pense qu'on est unanime, pas de vol. On est d'accord. Loin de là. Pas de vol. Ok, donc voilà, ceux qui ont vu un vol, pensez à faire vérifier votre vision. Je parle pour Monir. Petit passage chez l'ophtalmo. Ouais, voilà. Et je ne citerai pas TFS, par respect pour lui. Voilà. Donc, soit 30-27, bon, pour moi, j'abuse peut-être un peu, mais 29-28, quasi sûr. Voilà. Ouais, c'est très raisonnable votre promotion. Ok, on va passer sur notre point de la conversation. Quelque chose qui a été assez décrié, c'est l'arrêt du combat Yanis Ghemmouri contre William Gomis. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la salle. On voyait un combat qui était remporté par Gomis, assez clairement. C'était pas le combat le plus passionnant de la Terre. Et il se trouve que, comme c'était deux Français, la salle était aussi beaucoup plus calme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de « vas-y, tue-le » ou je sais pas quoi, qui sont d'ailleurs un petit peu abusés. J'ai trouvé crier ce genre de trucs dans la salle, c'était un peu abusé, mais bon, on imagine que c'est dû à l'ambiance. Là, c'était très calme parce que les gens ne savaient pas trop quel camp choisir, je pense. Et d'un coup, le combat s'est arrêté et personne n'a compris. On était tous là, on n'a pas compris l'arrêt. C'était un coup donc, qui pouvait être un coup bas dans la coquille, donc un kick dans la coquille. Mais dans tous les cas, que ce soit un vrai coup ou que ce soit un coup, comment dire, que Ghemmouri ait fait semblant, dans tous les cas, t'arrêtes pas un combat pour ça. Tu peux pas faire un arrêt comme ça. Vous en pensez quoi? Bah, déjà, si on parle vite fait sur la dynamique du combat, le combat est. Bah, je pense que les deux, ils savaient que c'était deux Français, ils voulaient pas tellement se mettre vraiment mal. Et du coup, ouais, ça ressemble vite à un sparring. Énormément de kicks. Ghemmouri, en plus, j'avais entendu. Je pense que sur sa carrière UFC, ça va faire un peu comme Fariziam. Il va mettre énormément de temps à s'acclimater au niveau de l'UFC. J'avais entendu dire qu'il attendait énormément l'événement, était très un peu stressé. Tendu? Ouais, de ce que j'ai entendu. Alors, pour moi, il y avait aussi, je pense, le changement d'adversaire qui a beaucoup joué. Oui, mais Parce c'est que, sûr. comme on peut le rappeler, Yanis devait combattre notre adversaire, Gomis devait combattre notre adversaire, et ils ont échangé pour pouvoir réparer la carte suite à 2 annulations. Mais ça se voyait, je pense qu'il y avait une grosse différence de gabarit. En plus, J'ai trouvé que c'était compliqué pour Yanis de trouver la distance. combat échangé, plus t'affrontes un Français en face. C'est encore plus difficile de vraiment. Mais ouais, ça, plus le coup, ouais, pour moi, le coup, franchement. En fait, si c'est un coup au corps, pour moi, le combattant, il va s'arrêter net, il va tomber. Si c'était vraiment un coup au corps, Ghemmouri ne serait pas relevé et là, l'arbitre aurait fait son arrêt logique. Mais là, on voit que en plus, il tape vraiment super bas, il tape dans le short. Pour moi, c'est. Après, je comprends qu'en direct, c'est compliqué de le voir. Je pense que c'est vraiment, faut vraiment Non, être mais dans moi, l'angle. ce qui me rend fou, c'est Ah, pas c'est tellement l'arrêt. ton doute, Ah oui, c'est c'est que l'arrêt. tu arrêtes. J'ai Ah jamais oui, non, vu mais c'est ça. sûr. À la limite, si Ah, mais ça, tu c'est penses que sûr. le mec a menti, tu le laisses continuer. Et à ce moment-là, c'est Gomis qui Oui, finit voilà. Ghemmouri, Exactement. bon, pourquoi pas. Mais Totalement là, tu peux d'accord. pas arrêter un combat, tu peux pas te dire Ah c'est non. un chaos technique, ça y est, on arrête le combat, rentrez chez vous, c'est pas Ah, possible. non, mais là, sur ça, il y a une grosse erreur, c'est sûr. Ah. Ah, c'est terrible. Surtout pour ça a gâché. C'est ce qui est, c'est le
C'est le point noir de cette soirée, franchement. Je trouve aussi. Et je trouve que pour Yanis, c'est très dur. Je trouve que c'est vraiment lui le grand perdant de cette soirée Ah bah, parce que bon, perdre un combat, ça peut ça arrive arriver. à tout le monde. Il y a un combattant généralement qui perd sur les deux. Donc c'est normal. Mais alors perdre comme ça, non, c'est pas bien. Ah, c'est sûr. Et aussi, je trouve que ça décrédibilise un peu l'arbitrage français. Voilà, parce que c'était un Ouais, en plus. Français qui était là. Et j'ai entendu notamment des podcasts qui en parlaient, des podcasts anglophones. Je crois que c'était Jack Slack qui en parlait. Bon, il est un petit peu sarcastique. Ok, c'est son style. Mais il disait que, ouais, pour un pour un arbitrage français, c'est pas terrible, quoi. Chadowski, ton avis? Ouais, moi je partage un peu ce que vous avez dit. Juste, je pense pas que le combat a été ennuyant parce que c'était un duel de Français. Moi je pense vraiment stylistiquement, le combat il a été fait pour être ennuyant. On a vu même les analyses pré-combat, que ce soit les anglophones ou les francophones, tout le monde voyait un combat qui allait pas être intéressant, qui allait être technique et pas hyper divertissant. Même nous sur nos petits groupes chat, nos chat groupes, on savait que, on se doutait un peu que le changement allait affecter ce combat-là, tu vois, les combats de Guémori et de Gomis. Parce qu'ils étaient en gros, le matchmaking était fait de telle sorte à ce qu'ils affrontent des gars qui avancent, tu vois, qui allaient ramener le combat vers eux. C'est ça. Eux, ils aiment avoir une approche un peu plus calculée, tu vois. Gomis, il aime rester à distance. Yanis, il aime envoyer ses kicks aux 3 niveaux, tu vois, low kick, middle kick, head kick. Mais ouais, c'était pas le cas. Et bon. Mais concernant le coup dans les parties, ouais, moi je pense qu'il y avait effectivement un coup dans les parties. En montant, je pense qu'il touche. Les orteils, ils étaient au niveau de la ceinture, mais le coup, il a touché quand même. On le voit au ralenti. Et même les experts, les gens assez expérimentés en MMA, ils reconnaissent quand même que c'était une erreur de l'arbitre. Donc, oui, pour moi, c'est une micro-injustice pour Yanis. Mais Gomis gagnait. Moi, je ne voyais pas comment Guémouri pouvait gagner. Maintenant, TKO sur une fiche, ça fait un peu moche, mais dans tous les cas, il allait perdre, à mon avis. Ouais, mais il vaut mieux déjà une décision et ensuite, on lui a enlevé une petite partie du combat où tout peut se passer en MMA. Tout peut se passer, ouais. Mais c'est vraiment difficile de. C'est difficile, mais voilà, c'est pas à l'arbitre de faire ça, pour moi. Effectivement, ouais. Même, je suis pas arbitre, mais si tu as jugé que c'était une simulation, tu lui laisses ses 5 minutes et tu lui enlèves un point derrière. Ou tu laisses le combat continuer comme tu as suggéré. Donc, pour moi, c'était pas une bonne décision. Ouais. Ok, bon, on va refermer cette parenthèse sur le combat Guémouri. Bon, nous, on est derrière lui, hein, on espère qu'il va revenir fort pour son prochain combat. Ah bah. Ouais, pareil. Nous allons maintenant parler d'un combat qui était cher au cœur des Français, je pense, celui de Taylor Lapillus contre Lofran, un Irlandais, donc très provocateur, qui a su faire parler de lui pendant la Fight Week. C'était le grand retour de Taylor à l'UFC après avoir eu son dernier combat en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Nous, ce qu'on a vu dans la salle, c'était quand même un gros soutien pour Taylor. Et surtout, beaucoup on va dire, de détestation sportive. Hein. Je ne pense pas que ça aille plus loin que ça, de la part des spectateurs à l'égard de l'Irlandais. Alors, pour ma part, j'ai été surpris déjà du niveau de Lofran. Je trouve qu'il a fait le montre de très bonnes choses. Le combat était assez technique. Bon, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était le combat le plus divertissant de la soirée non plus. Mais bon, c'était agréable. Comment est-ce que vous avez jugé ce combat-là devant votre écran? Shadowski. Ouais, moi, c'est un combat que j'attendais parce que je suis parti voir les combats de Loughran, ou Loughran, je sais pas comment on prononce, avant justement la carte. J'ai trouvé quand même que Taylor a maîtrisé son sujet debout. Franchement, il y avait un différentiel assez conséquent, un différentiel de niveau assez conséquent debout. Loughran a tenté d'amener le combat au sol à plusieurs reprises, mais Taylor a très très bien défendu. Parfaitement avec les underhooks, les jambes écartées, etc.
Ouais, pour moi, c'était une victoire assez claire pour Taylor. C'est dommage pour Kaolan, parce qu'il avait un adversaire beaucoup plus à sa portée avant. Et là, il a pris Taylor, qui était 60e mondial après, en short notice, donc c'est pas évident. Écoute, ouais. Pour moi, c'était une victoire assez claire de Taylor. Et je pense que le fait que Kaolan ait chambré les fans français a permis à Taylor justement d'avoir la sympathie des fans, non seulement les fans français, mais aussi les fans anglophones. On a vu que ça a fait du bruit aussi sur Twitter, sur la communauté, au niveau de la communauté anglophone. Donc, tant mieux pour lui. Et oui, bonne chance pour la suite. C'est top. Est-ce que tu t'attendais à ce niveau-là de la part de l'Irlandais? Oui, honnêtement, oui. Moi, j'imaginais un combat serré. Je le voyais vraiment être en difficulté debout. Je le voyais se faire jabber beaucoup, se faire contrer. Parce que ça, c'est des choses que j'avais remarquées avant en regardant ses combats au Cage Warriors. Il a tendance à ne pas faire revenir sa garde quand il envoie des coups. Donc oui, moi je voyais quand même Taylor le maîtriser debout. Maintenant, j'ai trouvé Taylor un peu statique par moment. Je pense que c'est son style. Il y a des moments là où il restait contre la cage, statique. Il essayait de contrer, mais il pouvait juste bouger latéralement, revenir au centre de la cage et continuer à jabber. Ça lui aurait évité de défendre des takedowns et de se fatiguer. Mais au final, il a parfaitement maîtrisé son sujet. Il a gagné. Donc ouais, j'ai rien à redire honnêtement. Ok, Mystic Matt, t'en penses quoi? Ah, j'en pense la même chose. J'avais regardé aussi les 3 derniers de Kaolan Loughran. Et franchement, ouais, c'est pour Yanis en tout cas, qui devait le prendre initialement. C'était un petit bourbier, franchement. Moi, je pense qu'il là, il va faire du mal dans cette KT. Loughran, il va être relou. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions assez facilement avec sa lutte. C'est vraiment. Et il va être difficile à éteindre. Donc, à moins d'avoir un gros sol pour le piéger en bas, c'est vraiment un style chiant à faire. La Lapillus a vraiment bien défendu les takedowns, notamment au troisième round. Je crois qu'il n'en passe aucun, l'Irlandais. Et puis debout, il le punit, avec son anglaise qui est franchement très sublime, franchement. Et en plus, je m'attendais pas avec autant de temps d'inactivité et revienne Ouais. avec un niveau aussi haut. Pour moi, il peut faire du mal dans cette KT. Ouais. Après, D'ailleurs, c'était ma question suivante. Pour vous, Taylor, c'est un retour réussi? ah bah oui, ah bah, franchement, il y a eu peu de choses autour de son adversaire, mais son adversaire a un vrai niveau. Je pense qu'il va le prouver dans ses futurs combats, mais on va voir qu'il n'a pas pris un Irlandais simple et basique. L'Irlandais de base. C'est Shadowski. ça. Pareil, pareil. C'est battre le meilleur prospect anglais en bantamweight pour son retour, c'est très encourageant pour la suite. Okay. Ouais, moi, j'ai Et été pourtant, aussi. Pardon, vas-y. non, j'allais dire que notamment les derniers champions du Cage Warrior, je serais dans le sens à dire que le Cage Warrior pardon, est assez, par rapport à avant, surcoté, je dirais. Ah. Donc, là, pour le coup, sur lui, en tout cas, c'est pas le cas. Il a vraiment un vrai Et niveau. il y a des mecs qui flopent et d'autres qui flopent moins. Mason Jones, c'est pas bien passé à l'UFC, mais Yann Gary, là, ça va, il est Oui, sur une bonne Gary voie. aussi. Et je parle Ouais, par exemple de Maki qui était sur la même carte. Et pour moi, ouais. c'est terrible. Rismaki, ouais. Mais Rismaki, on a Ouais. déjà vu ce que ça donnait à l'UFC. Donc Ouais. on n'est pas Ouais, bah, vraiment étonné. pourtant, il est Ouais, sur la carte, alors que pourtant, je connais quelqu'un qui devrait y être à sa place. Mais je dis ça, je dis rien. ouais. On a dit qu'on revenait pas sur le sujet. Je remue le couteau dans la plaie. Non, on fait pas ça. Bon, oui, donc en tout cas, moi, Taylor, j'ai été assez impressionné par sa gestion de distance. Il fait partie des gens qui ont un avantage d'allonge, je pense, et qui savent s'en servir. En anglaise, notamment, c'était assez chouette. Voilà. On passe au combat suivant. Let's go. Morgan Charrière. Morgan Charrière, son arrivée à l'UFC. Moi, j'aimerais dire une petite chose sur ça, c'est qu'il s'est fait tailler sur les réseaux suite à sa défaite. Il y a 2 combats, donc. Enfin, il y a 2 combats. Il avait titré sur YouTube en route pour l'UFC et les gens commençaient
envoyé des petites crottes de nez là, à ce sujet pour lui expliquer que non, il n'irait jamais à l'UFC. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Déjà, il rentre. Alors, il fait fermer des bouches. Et ensuite, il nous a tapé une performance assez incroyable pour son arrivée dans l'organisation. C'était à sens unique, un finish très joli. Et ouais, techniquement, il y avait des choses, quoi. En striking, c'était bien. Peut-être que le match-up était favorable. Ça se verra dans les prochains combats. Mais en tout cas, entrée réussie pour moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Shadowski. Ouais, très bon début à l'UFC. Voilà, il a disposé de Manolo Zecchini comme il devait en disposer. Hein. Je rappelle que Manolo Zecchini est classé 99e, enfin avant ce combat, était classé 99e au classement Fight Matrix, et Morgan était plus vers les 100, 130. Donc oui, il a fait ce qu'il devait faire, il l'a fini. Puis Manolo Zecchini, c'est quelqu'un qui a cette mentalité, tu vois, de tuer ou se faire tuer. Il est donc très agressif, et ça laisse des ouvertures défensivement. Morgan a capitalisé dessus, il l'a fini, c'est top. Puis je rappelle que les 2 dernières défaites de Morgan, c'était contre des gars quand même assez solides. Celle de Vucenic est controversée, mais que ce soit Vucenic ou Paul Hughes, les deux pourraient être à l'UFC. Même si Vucenic a perdu contre Paul Hughes, les deux pourraient être minimum au Contender Series, voire à l'UFC. On a vu des rentrées à l'UFC plus absurdes que ces deux-là. Donc moi, je suis assez hypé pour la suite. Et vous verrez ce que je lui ai réservé dans la section matchmaking. Ça pourrait vous plaire. Ouais. En tout cas, moi, je suis très content qu'il soit rentré. Et ouais. Mystigmat, ton avis sur Morgan Charrière? Ouais, c'était un des combats que j'attendais le plus sur la carte avec Benoît Saint-Denis. Et pour le coup, je me suis pas trompé, honnêtement. Ça fait vraiment plaisir pour Morgan. Ça fait longtemps que je le suis, notamment, comme on le connaît tous, grâce au streamer Kameto. Et donc, j'ai vu toute son ascension, ses gros moments de doute. Et ouais, ça fait plaisir parce que même après ces deux défaites contre Vucenic et Paul Hughes, qui étaient déjà serrés, et tout ce qu'on connaît, après, il a connu tous ses adversaires qui ont soit pull-out, tout ça. Il est passé vraiment par un chemin tellement compliqué, et notamment tous les réseaux qui sont tombés dessus. Et aussi, même quand il revient sur sa dernière série de 3 victoires, OK, Warrior, contre Bazant notamment, même après cette victoire par décision partagée, les réseaux ont quand même continué à lui dire pourquoi tu crois encore à l'UFC, ça n'arrivera pas. Ouais. Et je suis content qu'il leur ait donné tort, et d'une des meilleures manières possibles. Il les a fait taire au premier round. Après, bon, comme on connaît le niveau de l'adversaire, je pense que c'était pas la meilleure opposition, mais il fallait le faire. C'était quelqu'un qui avait que des KO, je crois, premier, deuxième round. Donc quelqu'un qui tape fort. Et pourtant, on a vu que dans la cage, il y avait un seul combattant. Franchement, il était dans un état de flow. Il a esquivé. Je sais pas s'il l'a touché une fois, l'Italien. Franchement, il était vraiment au-dessus. Genre, il y avait un monde d'écart. Ça se voit que ça fait un moment qu'il. J'ai l'impression qu'il avait vraiment déjà vécu ce moment. Il savait il savait dans quoi il rentrait. Et la performance est incroyable. Il était là pour tuer. Et on est reparti avec le foie de l'Italien. En tout cas, sachez que dans la salle, pour Morgan, c'était la folie aussi. C'est-à-dire, il y avait énormément de gens qui étaient là pour le soutenir. Il a une vraie hype en France. C'est assez spécial. Et tant mieux pour lui. Parce qu'on pourrait se dire, en voyant son palmarès, que c'est peut-être pas le fer de lance des combattants français. Peut-être que c'est celui qui aurait le plus mérité de rentrer à l'UFC maintenant. C'est ce qu'on entend parfois sur les réseaux. Mais honnêtement, moi, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit rentré. Tant mieux pour lui. Et il a su transformer l'essai. C'est bien. Ce serait bien. Chapeau. Exactement. Voilà. Ok, d'ailleurs, là, on va passer au... D'ailleurs, il était en main event. Charrière était en main event. C'est dire si l'UFC a compris l'impact qu'il a en France. Ah, c'est sûr. Voilà. On va passer au main event du peuple.
Je pense que tout le monde sera d'accord. Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, là, il faut que je vous parle de quelque chose. Parce que Benoît Saint-Denis, c'est spécial. Benoît Saint-Denis, quand il est rentré dans l'arène, quand on l'a vu sortir, la salle est devenue folle. Tout était fou, tout était épique. Il a quelque chose de spécial. Et pour moi, ça n'engage que moi, vous me direz ce que vous en pensez, il y a quelque chose du champion dans le sens représentant d'une cause ou d'un groupe. C'est pas juste la ceinture, tout ça. C'est pas une question d'organisation ou de combat, c'est une question de représentant. Et il a réussi à fédérer énormément de Français, et pas que, je pense, à partir de ce combat-là, autour d'une façon d'être, c'est-à-dire le combattant qui avance, qui a un vrai mental, qu'il a toujours montré depuis son combat contre Eliseu. Le combattant qui est aussi complet, c'est-à-dire qu'il n'a pas de grosses failles comme certains peuvent les avoir, et qui, dans tous les cas, fera tout son possible pour finir le combat. Et moi, j'adore, et je pense que je ne suis pas le seul. Dans la salle, les gens étaient avec lui en temps réel, j'ai jamais vu ça de ma vie. À chaque coup, je me souviens des coups de genoux que portait BSD en clinch. À chaque coup, ça faisait voilà, tout le public était avec lui. Et quel enfer ça doit être de combattre un mec comme ça en France. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du combat en lui-même? L'ambiance, on en a déjà parlé, mais du combat. Bah, franchement, je pense que Saint-Denis, là, en tout cas, déjà, c'est celui qui va le prendre au prochain combat, ça va être compliqué. Mais le prochain qui va le prendre à Paris ou en France, ouais, il va falloir se lever de bonheur parce que honnêtement, on sent qu'il est vraiment galvanisé par cette ambiance. Et même en général dans les combats. Mais là, vraiment, déjà, son intelligence, il l'a dit notamment après son combat face à ses adversaires. Il jauge un peu au premier round, il le teste dans tous les compartiments du jeu, donc debout et au sol. Et dès qu'il trouve la faiblesse, il va rentrer dans cette faiblesse. Et face à Thiago Moïse ou même avant ses anciens adversaires, à chaque fois le plan a marché. Et il domine. Vraiment, Moïse, et quand il prend ce coup à la tête et qui en sang, franchement, franchement, il lui a marché dessus. Il l'a pas laissé respirer. Et même quand il est au sol, il y a eu des petits, notamment le genou à un moment. J'ai aucun stress. Honnêtement, je savais que Saint-Denis, pour moi, il allait ressortir. Et ouais, franchement, il a ce quelque chose en plus, ce Benoît Saint-Denis. Vraiment, je le vois. Il est fort de partout et il a ce supplément mental qui fait qu'il ira loin, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Shadowski. Bah déjà, bienvenue dans le top 15, Benoît Saint-Denis. Je pense que c'est assez clair. Je pense qu'il va être entre la 13e et la 15e place demain, mardi. Franchement, ouais, c'était top. Contre un adversaire assez fort. Hein. Thiago Moïse, dans certains classements, pas Fight Matrix, pas Tapologie, mais il y a certains classements sur le net, là où il est déjà dans le top 15. Il est vers la 11e, 12e place. Donc ouais. Le gagner, c'est vraiment pas mal niveau CV, niveau bilan. Pour moi, il a maîtrisé tous les compartiments, franchement. Même au sol, Thiago Moïse, c'est quelqu'un qui a une sacrée réputation au sol. Au sol, oui. Benoît Saint-Denis, il l'a bouffé hein, dans ce département-là. Vraiment, il a eu aucune chance. Même le e-look, la clé de talon qu'il a tenté, j'y ai pas cru une seconde, franchement. Il est sorti directement. Les quelques moments de frayeur que j'ai eus, c'était quand Benoît Saint-Denis lui foutait la pression, elle avait contre la cage et que Moïse plaçait un ou deux contre. Mais on sait que Benoît Saint-Denis est teigneux et extrêmement durable. Donc, non, ouais, c'est rien passé. Et ouais, franchement, très beau combat. Il a encore fini. Je pense que toutes ses victoires sont par finish, d'ailleurs, en carrière. Oui, ah bah oui. BSD, il a 100% finish. 100% finish, donc c'est digne de Shavkat, qui est un combattant assez fort, comme on le sait. Donc, ouais, franchement, 12-1, top 15, bienvenue. Ouais, c'est top, rien à redire. Je tiens à dire quelque chose d'ailleurs sur Moïse. Bon, il avait 17-6 avant ce combat et il n'avait perdu à l'UFC que contre des gros noms. Donc Dariush, Ismagulov, Makhachev, Joel Alvarez, qui est peut-être pas un gros nom, mais qui est un bon prospect de la KT. Pour moi, et maintenant, Benoît Saint-Denis.
Et non, battre Moïse, ça veut dire quelque chose. Et le battre par finish de cette manière, ça en dit encore plus long. Et il a battu le gatekeeper du top 15. Ouais, c'est ça. Donc il va être top 15 selon moi. On verra demain, mais ouais. Il est top 15. Alors, j'ai vu des petites choses, des axes d'amélioration en tout cas chez BSD, ce qui est encourageant en fait, parce que tu te dis, ce mec-là, il est jeune, il a 27 ans, BSD. Et il y a encore des choses qu'il pourrait améliorer, effectivement. Là, il avait plus d'allonge que son adversaire, ça se voyait. Il était plus gros, plus balèze. Et parfois, ils combattaient comme s'ils avaient une allonge égale. Il avait acculé Moïse contre la cage. Moïse était vraiment en panique. Il est en train de suffoquer sous la pression. Et pourtant, BSD a appris quelques contres qui étaient évitables, selon moi, juste en jouant avec l'allonge. Ça, c'est quelque chose qui pourrait améliorer. Je pense que voilà, il cherche tellement le finish, c'est tellement tout pour le kill que parfois il s'ouvre beaucoup, notamment en striking, alors que pour moi, il était plusieurs catégories au-dessus techniquement. Puis il y a aussi un truc un peu qui l'a ralenti. Dans ce combat, c'était les coups dans les parties. On sait que BSD, il aime bien commencer avec des middle gauche, passe très bien, qui l'a aidé dans pas mal de ses combats à l'UFC. Et le fait qu'il y ait l'alerte de l'arbitre, que l'arbitre lui dise prochain coup dans les parties, je t'enlève un point, je pense que ça l'a ralenti un peu. Ouais. Mais ouais, c'était très bonne performance. Moi, j'ai eu une petite frayeur, je vais pas vous mentir. C'est avec tous les kicks qu'il a envoyés, il y en a certains qui avaient été contrés un peu avec le coude par Moïse. Et lors du combat, je vois que la cheville commençait, ou voir le bas du tibia commençait à gonfler. Et j'ai eu des flashbacks de Conor Poirier. Je me suis dit non, pas maintenant, vraiment pas maintenant. Et au final, j'avais pas tort parce que à la fin du combat, il a dû aller aux urgences, mais rien de fracturé, juste du repos. Mais ouais, il kick, il y va pas de main morte. Franchement, j'aimerais pas être à leur place, les adversaires en face. Les côtes, elles ont dû bien siffler. C'est sûr. Et je vois que t'es toujours traumatisé du tibia de Conor. Je suis traumatisé par Dustin Poirier, c'est tout. Voilà, ok. Bon voilà, en tout cas, très content. Et moi, je suis fier d'être représenté par un mec comme ça. Voilà, je vous le dis, ça me fait plaisir. Vite fait, Basharat, très bonne perf. Ah, très, 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 très intéressant. Enfin un finish pour lui. Et comme son frère, c'était quelqu'un qui domine la plupart du temps ses oppositions, mais qui a du mal à trouver le finish. Et là, enfin, bon, après, moi, je le voyais finir, honnêtement. Ouais. Son adversaire a raté plusieurs fois le poids dans la caté d'en dessous. L'UFC donc l'a forcé à combattre au-dessus. Et on a vu la différence physique. Basharat lui a roulé dessus tranquillement. En plus, juste avant de placer la soumission, il avait déjà essayé le bras-tête. Et c'est passé au final. Donc, En tout cas, très bon combat. C'était le deuxième combat en ouverture. Là, franchement, nous, on s'est régalé. Oui, après ça, il y a eu le combat de Nora Cornol. Décision pour elle et on la félicite. Bravo Nora. Très grosse perf. Combat de Ange Loussa. Loussa, je ne sais pas si vous avez vu, si vous étiez concentré. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais très concentré. Pour moi, franchement, le vrai fight of the night, c'est ça. Et le Thiago Moïse Saint-Denis, c'est une performance of the night pour Saint-Denis. Je pense pas que Moïse. Non, pour moi, non. Je pense pas que Moïse. Non, mais laisse-moi finir. Je pense pas que Moïse mérite un fight of the night. Moïse ne mérite pas de fight of the night. Il a eu quelques moments contre la cage, en contre et tout, mais globalement, Saint-Denis, il lui a roulé dessus. Alors que Ange Loussa, pas passé loin de Enfin, il prenait cher, quoi. Il dégustait au troisième round. Clairement. Pour moi, c'était plus compétitif le Rismaki Loussa et ça ressemblait plus à un fight of the night que Saint-Denis Moïse. Okay. Mais c'est que mon avis. J'oblige personne à être d'accord avec. Moi, ça m'a un peu surpris d'ailleurs, le retour de Maki. Je m'y attendais pas. Je pensais Ange Loussa était tellement au-dessus sur le premier round. Je voyais vraiment un finish rapide. Et en fait, Rismaki a réussi à trouver sa distance à un moment. Peut-être que Loussa aussi, niveau cardio, il a dû se calmer parce qu'il mettait trop de rythme. Voilà. On connaît un peu Rismaki. Il y avait un combat à l'UFC où il avait pris
énormément de dégâts et il avait pas lâché, il était allé à la décision. Il a même un surnom dans la scène anglaise, il Ouais, l'appelle The Irish Zombie. ouais, c'est Donc ça. c'est assez révélateur de sa durabilité. Ouais, Sur le Fight Pass, il disait ça. On a perdu le Korean Zombie, mais on a le Irish Zombie. ouais, Mais ouais, surtout la séquence au deuxième round où il est contre la cage, Maki, et Losa, il se déchaîne. Je sais vraiment Ouais. pas comment l'arbitre n'a pas fait pour arrêter le combat, Ouais, parce que là, ça aurait pu. waouh! Et après, je me suis dit, attention, parce que là, Losa a dû perdre beaucoup de plumes. Et ouais, le troisième round était très compliqué pour lui, mais ouais. T'as vu le nez d'Angelousa à la fin? ouais, Ouais, il ouais, était il avait implacé. une grosse ouverture, hein. C'était sur un genou, je pense, ou en tout cas, parce que un Mais coup ouais, qui est passé. même si Maki, je le trouve pas très incroyable pour la KT, il sera toujours compliqué à combattre parce que gros menton et son physique est assez atypique. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Volkan Ozdemir contre Bogdan Guskov. Alors, personnellement, j'étais très content de la perte de Volkan. J'aime bien Volkan, donc ça me fait plaisir de le voir gagner comme ça. Et soumission round 1, bravo, très content. Ouais. Franchement, Des bonnes améliorations en lutte. certains avaient des doutes, dont moi, Ouais. un petit peu, mais au final, quand on y pense, Volkan, c'est un mec qui a qui a été très compétitif contre des gars comme Nikita Krylov, que beaucoup considèrent comme des dark horse dans la division des light heavyweight, ou même contre Magomed Ankalaev, c'était assez compétitif. Donc ouais, Guskov, il arrivait, tu vois, de la scène d'Europe de l'Est, il n'avait pas combattu, il n'avait pas pris des gros palmarès, donc oui, Mais attention, hein, c'était un mec dangereux, hein, Guskov. oui, Toi-même, que des tu sais, tu m'en as que parlé. Beaucoup de finish. des finishes, mais ouais. En prenant un peu de recul, c'est vrai que ouais, Volkan devait gagner. Il a pris le risque de prendre le combat en short notice. Donc félicitations à lui, c'était très beau. Franchement, le contre, là, crochet gauche, magnifique, même au ralenti, très beau à voir. Et il a saisi l'opportunité quand le Bouskov a présenté son dos, donc lui a offert son dos, donc c'est parfait. Pour moi, magnifique perf contre Volkan, et ouais, Ok, la machine repart. parfait. Et le main event, on va en parler vite fait, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça pour moi. Cyril Gane contre Spivak. Bon, c'était à sens unique. Cyril Gane a déroulé, il a fait du Cyril Gane à l'ancienne, on va dire. Et bon, on sentait quand même qu'il était un peu plus attentiste Alerte. Ouais, c'est ça, par rapport au takedown que dans ses autres combats. Il avait moins de volume sur le premier round. Et d'ailleurs, il s'est pris un beau crochet, si je me souviens bien, un beau crochet de Spivak, ce qui était inattendu, parce que Ok, Spivak, on ouais, l'attendait surtout en grappling. Mais il y en avait un gros au premier round. Et effectivement. Ouais. ça, je pense que c'est parce qu'il attendait vraiment le takedown. C'est toujours la même chose. Les lutteurs ou les grappleurs qui se mettent à striker peuvent toujours inclure à leur jeu la menace de takedown. Le fait de savoir que tu peux finir au sol, ça change tes réflexes debout. Ouais. Puis même les kicks de Gunn, tu sentais qu'il mettait pas tout dedans, tu vois. Ouais. Il les envoyait à 30-40% parce qu'il voulait pas prendre le risque de se faire choper la jambe. Ouais. Donc ouais, c'était calculé. Franchement, c'était la bonne approche à avoir. Il a joué avec Spivak. Il a envoyé ses jabs, tu vois, shotgun. Là. Ouais. Il a fait du gun. C'était très beau. Et il a sprawlé. Il a ce problème, mais Ça, là aussi j'ai un truc à dire. C'est ouais. que Ouais, moi aussi. quand tu regardes les takedowns de Spivak, les takedowns que fait Spivak, souvent c'est des projections de judo, Ouais. Uchimata, Sotogari, tout ça. Donc Spivak, il a besoin d'emmener son adversaire au clinch ou au moins d'avoir la hanche, tu vois, sur lui. Ouais, ouais. Donc ça, on n'a pas pu le voir. Enfin, moi, je suis pas encore convaincu à 100% que la Non. défense de Gunn est opérationnelle. Mais bon, Mais je c'est très pense que beau. c'était un signal, c'était pour envoyer Ah oui, bien sûr. un message à tout le monde. C'est ça. Maintenant, ouais, il a fait ce qu'il devait faire. Ouais. Au vu des cotes, au vu de l'attente des fans, etc. Hâte de de voir son prochain combat. Quoi qu'il arrive, ça va être contre quelqu'un qui a une bonne lutte, une meilleure lutte Ouais. que Spivak. Peut-être pas un meilleur sol, mais certainement une meilleure lutte. Donc, ouais, franchement, très bonne performance, rien à rajouter. D'ailleurs, après le combat, il a plus ou moins refusé de prendre Thomas Pinal, qui avait fait le déplacement jusqu'en France
spécialement pour ça, je pense. Il a refusé de prendre Thomas Spinal si ce n'est pas pour la ceinture. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je trouve que c'est un combat que je veux voir, Cyril Gane contre Thomas Spinal. Moi, je t'ai dit. Et pour cimenter sa place dans la KT et puis se rendre absolument légitime, c'est un beau combat à faire pour moi. Ouais. Non, ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais assez déçu qu'il call out pas à Spinal, qu'il lui propose pas de combattre plus tard dans l'année ou en début 2023. Mais bon, s'il juge qu'il veut l'affronter que pour la ceinture, c'est son choix. Je pense qu'ils sont potes, ça a dû jouer aussi. Et j'ai ouï dire que... Oui, ils sont potes. Après, tu restes combattant. Ils sont pas meilleurs amis non plus, quoi. Ils sont pas... c'est pas Alan Bono. Voilà. C'est ça. Comment dire? Apparemment, Gane s'était déplacé à Londres pour un combat d'Aspinal et Aspinal l'avait pas call-out. Donc apparemment, ça a dû jouer selon certains. Je suis pas sûr. D'accord. Mais bon. Ouais. Non, assez déçu qu'il n'ait pas call-out Aspinal. Moi, Pardon, vas-y. Ils auraient même pu inclure ça dans la promo du combat, d'un potentiel combat entre les deux. Bien sûr. Mais bon, c'est dommage. Moi, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'au fil des déclarations, Cyril Gane nous rappelle pourquoi il est là. Bon, il a une carrière à faire, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il fasse le chemin qui lui rapporte le plus d'argent aussi. C'est un professionnel, c'est normal. Avant la retraite, il faut arriver à capitaliser le plus possible. Mais quand on compare à des mecs comme Benoît Saint-Denis, on a l'impression que ça devient de moins en moins le champion du peuple, quoi. Et cette place est de plus en plus prise par BSD, par exemple. BSD, tu as l'impression qu'il pourrait prendre n'importe qui. Il veut y aller, voilà, quoi. Il veut se confronter au plus fort. Et là, Moïse, c'était le plus fort qu'on lui a proposé, je pense. S'il avait pu prendre quelqu'un d'autre. Je crois que la dernière fois, il avait déjà demandé Gamrot ou Fiziev, non? Gamrot, Saroukian et Fiziev. Ouais, voilà qui demande. Et là, nom, quoi. Il a call out la moitié du top 15. Enfin, il a carrément un planning, tu vois. Il a dit, je vais affronter lui, ensuite la ceinture BMF, ensuite le... Non, mais c'est ça qu'on veut, Et il a faim. C'est bien, c'est la mentalité. Voilà, donc ouais, c'est en train de devenir notre chouchou, je pense. Et voilà. Bon, en tout cas, très belle perf de Cyril Gane quand même. On va pas bouder notre plaisir. C'était quand même impressionnant et toujours impressionnant d'avoir un mec aussi technique debout en heavyweight. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette petite rétrospective, notre petit avis sur l'UFC auquel certains d'entre nous ont eu la chance de participer. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. Nous avons un petit groupe sur Telegram entre nous où nous parlons de MMA très souvent, tous les jours. Ça s'appelle l'ACC. Et à l'ACC, il y a des gens sensés qui ont pronostiqué Benoît Saint-Denis par finish contre Moïse. C'est normal. Mais il y a aussi des d'irréductibles... je vais pas les qualifier, ça serait méchant. En tout cas, voilà, il y a des gens qui ne sont pas capables de voir ça et qui ont pronostiqué au contraire. Ils avaient déjà fait ça pour Bon Film. Et pour Bon Film, nous avons eu une idée, c'est de créer un petit groupe spécial pour eux qu'on appelle l'ACC SECPA, pour les gens qui ne sont pas capables de voir ce que va donner Benoît Saint-Denis dans ses perfs futurs. Voilà, je tiens à vous dire. Donc là, certains d'entre nous vont retourner à l'ACC SECPA et on leur souhaite une bonne rentrée des classes. C'est tout. Allez, bon. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce récap, pour ce petit retour de l'UFC auquel certains d'entre nous ont eu la chance d'assister. On se retrouve très bientôt, notamment pour le matchmaking, où on va vous proposer des adversaires potentiels pour les combattants qui ont combattu sur cette carte. Et à la prochaine. Ciao les gars. À plus. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton like.